Je me souviens de mon nom, même s'ils me disent que je ne devrais pas. Les médecins qui soignent ce qui reste de ma chair affirment que la mémoire est un défaut de programmation, un signal fantôme dans des données corrompues, quelque chose qui aurait dû être éliminé lors de la 3e phase d'intégration, mais qui persiste comme une infection qu'ils ne parviennent pas à éradiquer. Et dans les instants entre 2 déploiements, lorsque ma conscience émerge des couches de protocoles de contournement et de stimulants de combat, je le murmure à voix basse dans l'obscurité derrière mes yeux. Matthias Keen, ouvrier de la manufacture. Ruche Secundus, niveau 47. Époux de Sarah, père de jumelles, dont je ne me souviens plus très bien des visages, seulement de leurs rires, des carillons dans l'air recyclé. Ils sont arrivés le jour de mon 42e anniversaire, même si les anniversaires n'ont aucune importance dans la ruche. Faux crépuscule. Le changement d'équipe étouffait les couloirs. Je buvais un café décaféiné amer pendant que Sarah réchauffait la pâte protéinée que nous avions gardée pour une petite fête. Les filles dormaient, blotties dans leur alcôve. La porte s'est ouverte brusquement. Ma tasse est tombée. La céramique s'est brisée sur le métal. Le liquide sombre s'est répandu comme du sang. Les arbitres portaient des visières de casque et gardèrent le silence. Des gantelets à assistance cerveau-électrique se refermèrent sur mes bras. Mes épaules protestèrent, tandis qu'ils me tirèrent de ma chaise. Sarah hurla. Je lui dis que c'était une erreur de comptage de l'administratum, une erreur de calcul de la dîme, un différend sur les quotas. Ils me traînèrent dans le couloir où d'autres hommes se rassemblaient, chemise de nuit, combinaisons tachées, poignets ensanglantés par les liens. Un officier lisait sur une tablette, sa voix étouffée et amplifiée par le système de sonorisation, comme si l'empereur en personne parlait depuis l'acier. Enrôlé de force en vertu du décret d'urgence 777 du Departamento Munitorum. Corde réclamée comme dîme au trône d'or, service rendu à perpétuité pour la gloire de l'impérium. Certains pleuraient, d'autres suppliaient. Je cherchais Sarah du regard, mais les arbitres scellaient déjà notre logement avec de la cire cramoisie et des seaux de pureté, le marquant pour une redistribution. Ma famille fut transférée dans une unité plus petite. Mon nom fut rayé des listes de travailleurs. Mes données biométriques furent transférées dans un autre registre. Nous étions 40 à être entassés dans un conteneur de transport, si serré que nous ne pouvions pas tomber lors des secousses. L'air s'épaississait sous le souffle et la sueur de la peur. Nous descendîmes, dépassant les manufactures et les amas d'administratum, les piles de commerce et les gradins de sanctuaire, jusqu'aux racines où les fondations touchèrent la roche-mère. La chaleur montait à chaque niveau. Les robinets et les incinérateurs de la ruche rendèrent les parois brûlantes au toucher. Quelqu'un vomit, trempé et impuissant. D'autres suivirent. J'appuyais mon visage contre une grille d'aération et inspirais l'air recyclé qui avait le goût de cendre, de prométhium et d'un produit chimique âcre qui m'engourdit la langue. Lorsque les portes s'entr'ouvrirent enfin, nous débouchâmes dans une caverne creusée dans la roche vive, soutenue par des poutres aussi épaisses que des arbres centenaires. Le plafond se perdait dans l'ombre. Tout au-dessus, des machines grondaient et tonnaient, des fourneaux, des forges, un cœur de fer palpitant. Des serviteurs s'activaient parmi nous, cliquetant et vrombissant, le visage impassible comme celui de poupées, des câbles et des tubes reliant leur colonne vertébrale à leur crâne. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'était vraiment la dîme. Pas des chiffres sur une ardoise, mais des hommes nourris dans l'obscurité, une obscurité jamais comblée. Ils nous ont injecté une substance glaciale qui m'a brûlé les veines et brouillé la vue. Le monde a basculé et je suis tombé, mes genoux craquant contre la pierre. À travers la brume, j'ai aperçu une silhouette en robe rouge, debout sur une estrade, nous observant de ses yeux qui luisaient d'un vert intense dans l'obscurité. Le prêtre technologue s'exprimait en un cant binaire, traduit par des haut-parleurs Vox fixés au plafond. Sa voix biologique noyée sous des couches d'augmentation mécanique. Il nous a annoncé que nous avions été choisis pour un grand honneur, que nos corps serviraient l'omnicia, que nous deviendrions les instruments de la sainte colère de l'empereur. Nous serions transformés, disait-il, élevés au-delà de la simple chair, rendus parfaits par l'intégration de l'esprit sacré de la machine et de l'acier sanctifié. Nos esprits seraient purifiés de tout doute et de toute faiblesse, nos corps reconstruits pour un seul but. Nous deviendrions des armes, nous deviendrions la mort elle-même. La machine de guerre la plus terrifiante de l'empereur, disait-il. Et dans la pénombre, j'ai vu des serviteurs transporter une masse colossale dans la chambre. Quelque chose qui brillait faiblement sous la lueur des projecteurs. Ils nous séparèrent alors, chaque homme arraché au groupe par des serviteurs ou des gardes noirs qui nous piquaient, avec des matraques électriques lorsque nous résistions.
Je me souviens de m'être débattu, d'avoir essayé de courir vers le conteneur et la promesse lointaine de la surface. Mais les drogues dans mon corps rendaient mes jambes faibles et désordonnées. Je tombais à nouveau, et ils me relevèrent, leurs mains froides et impersonnelles, et me portèrent à travers une arche sculptée de crânes, de roues dentées et d'inscriptions gothiques que je ne pouvais déchiffrer. Au-delà de l'arche se trouvait un couloir de pierre noire polie et de portes, des dizaines de portes, chacune portant un numéro estampillé en laiton. Ils m'amenèrent à la porte 777. Et j'essayais de rire de l'ironie, mais ma bouche refusa de fonctionner correctement. La pièce suivante était petite et blanche et complètement vide, à l'exception d'une dalle de métal au centre et de dispositifs de contention et de machines qui pendèrent du plafond comme les pattes d'araignée mécaniques. Ils m'ont sanglé à la dalle, mes poignets et mes chevilles immobilisés par des pinces à ajustement automatique pour éviter les coupures de circulation. Le prêtre techno entra, sa robe bruissant à chaque mouvement, et se pencha sur moi, son visage métallique et ses yeux brillants. Il m'annonça que j'avais été choisi pour ma compatibilité, que mes marqueurs génétiques et mon profil psychologique correspondaient aux exigences d'intégration à un châssis de serviteur de combat blindé Mark 7. Je serais le noyau organique, le processeur biologique guidant l'esprit de la machine, le cœur vivant d'un système d'armes conçu pour percer les positions fortifiées et éliminer les cibles de grande valeur au corps à corps. Mes tissus musculaires seraient préservés et renforcés. Mon système nerveux serait directement connecté au système de contrôle du châssis. Mon cerveau serait augmenté de quaterrateurs de combat et de matrices de ciblage. Je conserverais une conscience limitée, suffisante pour m'adapter aux conditions du champ de bataille et exécuter des algorithmes de combat complexes. Mais mes fonctions supérieures seraient supprimées. Mes émotions régulées chimiquement. Mon identité absorbée par la finalité. Supérieur de la machine. Je le suppliais d'arrêter. Mes mots étaient indistincts et hachés, mais je le suppliais malgré tout. Je lui ai parlé de Sarah et des filles, de mon travail aux manufactures, de la petite vie que je m'étais construite dans les innombrables mandats de la ruche. Le prêtre techno marqua une pause et inclina la tête, dans un geste qui pouvait exprimer de la curiosité, ou peut-être rien du tout. Puis il plaça un mécha dendrite contre mon front, le métal froid s'enfonçant dans ma peau, et je sentis quelque chose envahir mon esprit. Fouillant mes pensées comme des doigts dans du sable, il analysait ma chimie cérébrale, mesurant mes réactions d'attachement, quantifiant mon amour, ma peur et mon espoir. Lorsqu'il retira l'appendice, il émit un son que les haut-parleurs Vox traduisirent par satisfaction. « Forte empreinte émotionnelle, dit-il. Utile pour le conditionnement de la loyauté. L'empereur pourvoit. » La première opération dura 19 heures, que je vécus comme une éternité de lumière blanche et d'odeur d'os brûlés. Ils ouvrirent mon crâne et installèrent les ports d'interface principaux, perçant l'os et la dure-mère pour accéder directement à mon cerveau. Je sentais chaque intrusion malgré l'anesthésie. Je sentais ces corps étrangers s'insérer dans ma matière grise. Connecteurs, réseau de récepteurs, injecteurs chimiques. Le réseau qui allait remodeler mon architecture neuronale. Entre deux pertes de conscience, j'entendais des technoprêtres psalmodier des incantations binaires, leur voix montant et descendant au rythme d'une prière ou de simples sous-routines de diagnostic. Des serviteurs tournaient autour de la table d'opération, leurs mains augmentées d'une précision inouïe. Scalpels, sutures, instruments de cautérisation qui sifflaient en scellant les vaisseaux. L'odeur de ma chair en train de cuire me donnait la nausée, mais il m'avait serré la gorge. Pas de vomi, pas de supplication, seulement le silence tandis qu'il violait chaque parcelle de mon être. Quand je me suis vraiment réveillé, j'étais suspendu dans une cuve de liquide visqueux, respirant par des tubes enfoncés dans mes poumons. La chaleur émoussait mes sensations jusqu'à ce que je me sente déconnecté de moi-même, un observateur extérieur à ma propre peau. À travers la paroi translucide, j'apercevais des rangées d'autres cuves, des hommes à différents stades de leur démembrement. Certains avaient encore une apparence humaine, hormis les ouvertures crâniennes. D'autres avaient perdu des membres, leurs articulations recouvertes de métal en prévision des greffes. Près de moi, il ne restait que la tête et le torse, flottant tandis que des serviteurs ouvrirent des panneaux pectoraux pour installer un dispositif qui pulsait en rouge. J'ai tenté de bouger, mes bras toujours attachés, totalement inertes. Il m'avait expliqué, lors d'un moment de lucidité, les mouvements étaient restreints jusqu'à l'intégration. Mon cerveau devait apprendre à maîtriser le châssis de combat, comme son corps d'origine. D'ici là, je serais suspendu et nourri par sonde, mes déchets filtrés par le réservoir. Conscient aussi souvent que possible, il voulait que je le sois.
La fusion exigeait une participation neuronale active, l'esprit s'insinuant dans l'esprit de la machine. Ignorant tout, je ne serais qu'une coquille vide, programmée mais non intégrée. Éveillé, je pourrais devenir une troisième chose, ni homme, ni serviteur, tout simplement. Les jours se confondaient en une routine. Des technoprêtres arrivaient par roulement pour activer les systèmes, surveiller ma télémétrie, ajuster le mélange chimique ou les schémas de stimulation qui brûlaient dans les ports d'interface. Parfois, ils projetaient des images hololithiques sur l'intérieur de mes paupières, plus vite que la pensée. Conditionnement. Ennemi. Traître. Xénos. Hérétique. Chacun associé à des pics d'adrénaline et des cocktails d'agression qui faisaient battre mon cœur à tout rompre, jusqu'à la paralysie. Aquilas. Dents dentelées. Crâne de saint martyr. Chacun récompensé par une explosion d'endorphine et un calme chimique, liant le devoir au soulagement, l'obéissance à la paix. Entre ces séances, dans le silence ténu maintenu par des serviteurs infatigables, j'essayais de tracer une ligne autour de moi. Un dernier contour qui était encore Mathias, pas encore gravé dans le fer. Je répétais mon nom en boucle comme un mantra contre la dissolution. Le genre de Mathias, le genre de Mathias, le genre de Mathias. J'essayais de me souvenir du visage de Sarah, de la nuance exacte de brun de ses yeux, de la petite cicatrice sur son menton. Souvenir d'un accident survenu dans son enfance aux niveaux inférieurs. J'essayais de me souvenir des noms des filles, mais ils m'échappaient comme l'eau entre les doigts, ne laissant que l'écho de leur rire. Ce son cristallin qui s'estompait de jour en jour. Les prêtres technologues m'avaient dit que je conserverais une conscience partielle, mais ils n'avaient pas expliqué ce que cela signifiait. Ils ne m'avaient pas dit quelle partie de moi serait préservée et lesquelles seraient excisées comme de la chair indésirable. La réponse est venue lors de la seconde phase d'intégration. Lorsqu'ils ont vidé mon réservoir et m'ont transféré au bloc opératoire pour les augmentations majeures, j'étais éveillé mais sous sédation chimique. Je pouvais voir et entendre, mais j'étais incapable de ressentir la douleur ou de bouger quoi que ce soit, à l'exception de mes yeux. Ils m'ont allongé sur une plateforme inclinée et ont commencé à fixer les composants du châssis, en commençant par les jambes. Les serviteurs apportèrent d'énormes membres mécaniques, chacun aussi épais qu'un torse d'homme et recouvert d'une armure en céramite. Ils installèrent les interfaces de connexion au moignon, où mes jambes biologiques avaient été amputées, alors que j'étais encore dans le caisson. Et je les vis avec horreur activer les ponts neuronaux. Un courant électrique parcourut les connexions. Et soudain, je pus sentir les jambes mécaniques comme si elles étaient les miennes. Je percevais les servomoteurs, les pistons et les actionneurs hydrauliques aussi intimement que j'avais autrefois senti mes muscles et mes tendons. Le prêtre technologue déplaça une jambe avec une baguette de contrôle et je la sentis bouger. La sensation était à la fois étrangère et familière, comme un membre qui s'était endormi et qui se réveillait à peine. Ils firent de même avec mes bras, retirant les membres biologiques au niveau des épaules et les remplaçant par des plateformes d'armes déguisées en appendices. Mon bras droit devint une griffe énergétique, ses doigts articulés étant chacun munis d'un générateur de champ de perturbation capable de déchirer une plaque de céramite. Mon bras gauche devint un système de lance-flammes intégré. Les réservoirs de carburant furent installés dans la cavité thoracique, où mes poumons avaient été comprimés. Je n'avais plus besoin de respirer normalement. Les tubes dans ma gorge étaient reliés à un recycleur intégré à ma poitrine, filtrant l'oxygène de l'air ambiant et l'acheminant directement dans mon sang. Lorsqu'ils activèrent les systèmes de mes bras, je les sentis comme des extensions de ma volonté. Je perçus la flamme du lance-flamme comme une chaleur constante dans ma paume, et le champ énergétique de la griffe énergétique comme un picotement au bout de mes doigts. Le technoprêtre m'ordonna de contracter la griffe et j'obéis machinalement, observant les énormes doigts mécaniques se refermer en un point. « Bien », dit le technoprêtre. Intégration neuronale à 83%. Poursuivant avec le blindage du torse, ils m'enveloppèrent d'une armure, couche après couche de céramite bénie et de plastyle, jusqu'à ce que mon corps originel soit dissimulé sous des tonnes de plaques protectrices. Ils installèrent des systèmes supplémentaires dans chaque espace disponible. Des systèmes de ciblage d'organes dans mon crâne, des analyseurs de menaces dans ma poitrine, des chargeurs de munitions, des cellules énergétiques et des générateurs de secours disséminés dans toute ma structure. Ils m'ont greffé des haut-parleurs Vox à la gorge, à la place de mon larynx, remplaçant ma voix biologique par une approximation mécanique capable de se faire entendre sur un champ de bataille. Ils ont implanté des systèmes d'augmentation visuelle directement dans mes nerfs optiques, superposant à ma vision naturelle des réticules de visée, des affichages de signatures thermiques et des analyses de faiblesse structurelle.
Ils ont ajouté des distributeurs de stimulants de combat à mes systèmes organiques restants, des injecteurs automatisés qui inondaient mon sang d'agressivité, d'hormones et d'analgésiques dès que des conditions de combat étaient détectées. Malgré tout, j'essayais de crier, mais ma voix avait disparu, remplacée par les haut-parleurs Vox qui restaient insensibles à ma volonté. J'essayais de résister, mais mon corps ne m'appartenait plus. Mes membres étaient désormais des machines obéissantes à une programmation, plutôt qu'à la pensée. Je sentais mon être se fragmenter, mon identité se scinder entre le noyau organique qui se considérait encore comme Mathias K. et l'esprit de la machine qui gagnait en puissance à chaque nouvelle intégration, se nourrissant de mes schémas neuronaux et les métabolisant en quelque chose de totalement différent. Le prêtre de la technologie appelait cela la fusion sacrée, l'union sacrée de la chair et de l'acier, l'aboutissement du plan divin de l'Omnicia. J'ai appelé cela la mort, mais la mort aurait été miséricordieuse et ce n'était pas de la miséricorde. C'était une transformation en quelque chose d'immortel, car qui n'avait jamais vraiment vécu. L'intégration finale eut lieu dans une chambre située profondément sous les salles d'opération, un lieu où les parois rocheuses suintèrent d'humidité et où la chaleur était si intense que mes tissus organiques restants durent être refroidis par des systèmes de réfrigération interne. On me conduisit devant un autel massif taillé dans un seul bloc d'obsidienne, sa surface gravée de circuits qui luisait d'une douce phosphorescence. Les prêtres technologues formèrent un cercle autour de moi et commencèrent leur rituel, chantant simultanément en binaire et en gothique aigu, leur voix créant des harmoniques qui saturent mes récepteurs auditifs. Ils joignirent mon armure d'huile sacrée et apposèrent des sceaux de pureté sur ma cuirasse, chaque sceau portant une prière aux dieux machines et à l'empereur. Ils bénirent mes armes et allumèrent de l'encens qui emplit la chambre d'une fumée aux effluves d'ozone et de sainteté. Puis ils activèrent le programme final, celui qui acheverait ma transformation. Je les sentis pénétrer par mes interfaces comme du métal en fusion déversé dans mon cerveau, se répandant dans mes voies neuronales et réécrivant des pans entiers de ma conscience. Les souvenirs se sont dissous. Leurs données ont été recyclées en algorithmes de combat et en sous-routines tactiques. Le rire de la jeune fille est devenu protocole d'acquisition de cibles. Le visage de Sarah, paramètre d'analyse des menaces. Mon nom, un code d'identification. Unité blindée 777. Le passé est devenu insignifiant, une distraction par rapport à la fonction principale. L'avenir s'est transformé en paramètre de mission et en calendrier de déploiement. Le présent, un état de préparation permanent, un ressort tendu prêt à se déchaîner sur l'ennemi. Mais quelque chose subsistait. Un fragment de l'âme de Mathias persistait dans les tréfonds de la conscience collective, piégeait mes conscients, hurlant en silence tandis que la machine de guerre qui abritait son cerveau apprenait à tuer. Pendant les simulations d'entraînement, je le sentais là, je le sentais se crisper d'horreur, lorsque la griffe énergétique déchirait les serviteurs d'entraînement, les réduisant en ferraille et en lubrifiant. Je le sentais pleurer, bien que le châssis n'ait pas de canaux lacrymaux et ne puisse donc pas pleurer. Lorsque le lance-flamme incinéra les mannequins d'entraînement et emplit le hall d'entraînement d'une odeur de chair synthétique brûlée, je le sentis se débattre contre la prison d'acier et de circuits qui était devenue son existence éternelle, frappant les murs de son enfermement comme un homme enterré vivant. Découvrant que le couvercle du cercueil ne céderait pas, les autres cuirassés ne semblaient pas souffrir ainsi. L'unité 775 exécutait les exercices d'entraînement avec une précision mécanique. Aucune hésitation, aucune trace d'humanité dans ses capteurs optiques. L'unité 776 répondait instantanément aux ordres. Son noyau biologique était entièrement soumis à sa programmation de combat. Mais l'unité 767 qui avait été Mathias Kin vacillait parfois. Parfois, la pince énergétique se figeait en pleine frappe, les systèmes de ciblage vacillant tandis que deux consciences se disputèrent le contrôle. Parfois, les haut-parleurs Vox émettèrent des sons qui n'étaient pas des mots, des transmissions brouillées qui pouvaient être des tentatives de paroles ou de simples erreurs système. Les prêtres de la technologie ont relevé ces anomalies dans leurs rapports et intensifié les traitements de suppression chimique, inondant mes tissus organiques de tranquillisants et d'inhibiteurs neuronaux, tentant de faire taire le fantôme tapi dans leur machine. Ils nous ont déployés pour la première fois 3 mois après ma conscription, bien que le temps fût devenu une notion difficile à appréhender. Le châssis blindé possédait des chronomètres internes, mais ceux-ci mesuraient le temps en incréments pertinents pour la mission. Munitions restantes, réserve de carburant, durée optimale de combat, plutôt qu'en heures et en jours, comme le faisaient les humains. Nous avons été embarqués à bord d'un vaisseau de transport, un immense bâtiment qui empestait le prométhium, les corps non lavés et l'air recyclé que partageaient tous les vaisseaux impériaux.
L'équipage évitait de nous regarder directement, détournant le regard lorsque nous traversions les couloirs, comme si reconnaître notre présence risquait de leur rappeler leur propre sort. Nous avons été logés dans les cales avec les munitions et les vivres, stockés comme du matériel, car c'est ce que nous étions désormais. Des outils de guerre à entretenir, à déployer et finalement à jeter une fois hors d'usage. Le voyage a duré des semaines. Le vaisseau traversait le warp, tandis que nous restions en suspension pour économiser l'énergie et réduire l'usure des systèmes. Lorsqu'ils nous réactivèrent, je sentis Mathias se réveiller avec moi. Ce fragment de conscience humaine émergeant des couches de suppression comme un noyé qui remonte à la surface pour respirer. Nous étions dans une baie de déploiement, entourés d'autres moyens militaires, de transports Chimera et de chars de combat Lehman Russ, ainsi que des rangs interminables de l'infanterie de la garde impériale qui constituerait la force d'attaque principale. Les gardes nous regardaient avec un mélange de crainte et de soulagement. Comprenant que les cuirassés seraient envoyés en avant, encaisseraient les tirs ennemis, perceraient les défenses et mourraient à leur place. Certains firent le signe de l'aigle à notre passage. D'autres murmuraient des prières. Un jeune soldat, le visage encore empreint des traits doux de l'adolescence, s'approcha suffisamment pour toucher le blindage du 777 avant que son sergent ne le repousse et ne le gifle pour son imprudence. Le briefing fut transmis par liaison de données directes, les informations affluant dans nos quotateurs à une vitesse supérieure à celle du traitement par l'esprit humain. La cible était une cité-ruche rebelle sur une planète industrielle. Sa population était gangrenée par des idéologies hérétiques et des rumeurs de collaboration avec Xeno. Notre mission était simple, pénétrer les défenses extérieures, neutraliser les positions d'armes lourdes des impériaux et créer une brèche suffisamment large pour que l'infanterie de la garde puisse l'exploiter. La résistance attendue comprenait des forces de la PDF, d'éventuels cultistes du chaos, et un nombre indéterminé de fortifications improvisées. Les pertes attendues parmi les unités blindées étaient une priorité absolue. L'échec était inacceptable pour l'empereur. Ils nous ont largués d'une orbite basse dans des capsules de descente individuelles. Le châssis s'est fixé à des attaches internes, tandis que le bouclier thermique de la capsule fendait l'atmosphère. À travers les capteurs externes, je pouvais voir les traînées de feu des autres capsules, des dizaines d'entre nous tombant comme des météores vers les coordonnées de la cible. La descente a duré moins de 2 minutes, mais m'a paru interminable. La force de la décélération broyait même mes tissus organiques lourdement augmentés. La structure de la capsule grinçait sous une contrainte qui aurait tué un humain normal sur le coup. Puis l'impact. Le système de collision de la capsule absorba la majeure partie du choc, mais l'impact fut suffisamment violent pour creuser un cratère dans le sol. Les portes de déploiement explosèrent en charges explosives, ouvrant la voie à des opérations de combat immédiates. J'émergeais au milieu du feu et du chaos. La pince énergétique était déjà activée, et le lance-flamme s'armait automatiquement à la détection d'ennemis. La zone d'atterrissage était un quartier industriel semblable à celui où avait travaillé Mathias K. Les bâtiments étaient identiques dans leur austérité utilitaire. Les rues étroites étaient encombrées de débris. Les tirs ennemis commencèrent immédiatement. Des balles et des projectiles solides crépitaient sur mon blindage. Les impacts étaient enregistrés comme de légères variations de pression sur mes capteurs. Les systèmes de ciblage identifièrent les positions de tir et les niveaux de menace, recouvrant le monde de superposition de dangers codés par couleur. Et sans même y penser, mon châssis commença à se diriger vers la concentration d'ennemis la plus proche. La machine de guerre savait ce qu'elle avait à faire. Elle avait été conçue pour cela, entraînée pour cela. Chaque système était optimisé dans le seul but de tuer efficacement et de survivre assez longtemps pour tuer encore plus. Il chargea avec une vitesse qui semblait impossible pour une créature aussi massive. Ses jambes mécaniques avalaient les kilomètres grâce à leurs enjambées hydrauliques. Le sol tremblait à chaque pas. Il leva la pince énergétique et l'abattit sur une barricade. Le champ de perturbation déchira le métal et les sacs de sable, emportant avec lui les hommes hurlants qui s'y abritaient. Il balaya l'entrée d'un bâtiment avec son lance-flamme, où les lueurs des tirs trahissaient les positions ennemies. Le gel de prométhéium adhérait à la chair et aux matériaux, transformant les défenseurs en torches humaines qui couraient aveuglément jusqu'à s'effondrer. À l'intérieur du châssis, Mathus hurlait. Il ressentait chaque mort comme un meurtre. Chaque meurtre était pour lui un péché qui souillait son âme. Le conditionnement avait appris à la machine de guerre à considérer les ennemis comme des cibles, des menaces à éliminer, des obstacles entre sa position et l'objectif de sa mission. Mais Mathus les voyait encore comme des êtres humains. Il voyait la terreur dans leurs yeux avant que la pince ne les déchire.
Il entendait leurs cris malgré les filtres audio qui réduisirent la voix humaine à de simples données sur le moral et le positionnement de l'ennemi. Il tenta de s'arrêter, de forcer le châssis à se figer ou à s'autodétruire, mais sa volonté n'était qu'un murmure face au rugissement de la programmation de combat et des améliorations chimiques qui avaient transformé le cerveau organique qu'il avait autrefois possédé en un ordinateur de combat incarné. 18 heures d'assaut, une progression épuisante à travers des lignes défensives qui s'effondraient comme du parchemin humide devant les cuirassés. Nous avons traversé des rues ruisselantes de sang et de feu, longé des bâtiments s'écroulant en poussière, traversé des foules de civils que nos paramètres signalaient comme des ennemis potentiels. Des pertes acceptables. Le nombre de victimes du 777 atteignit les 3 chiffres, puis plus haut encore. Les cogitateurs enregistrèrent chaque confirmation avec une satisfaction mécanique. Les cellules des griffes énergétiques se vidaient et étaient remplacées. Les réservoirs de lance-flammes se vidaient et se remplissaient grâce aux épaves ennemies. Le blindage était marqué par des tirs laser et des impacts cratérisés. Une roquette chanceuse perça l'épaulette gauche et arracha les systèmes secondaires. Réparation automatique activée. Le châssis continua d'avancer. Lorsque la brèche fut enfin sécurisée et que l'infanterie de la garde s'y engouffra, 777 portait les stigmates de la guerre. Sang, cendres, une pellicule chimique durcie par la chaleur du lance-flamme. Mathias s'était recroquevillé dans un coin de son être, tel un animal battu dans une pièce qui n'existait que dans son esprit, gémissant en silence. La machine de guerre gisait en ruine. Enregistré succès de la missionnée analysa le plan d'opération suivant. Il y en aurait toujours un autre. L'Imperium a des ennemis sans fin et les cuirassés sont trop efficaces pour se reposer. La récupération survint 3 jours plus tard. Une fois la colonie pacifiée et les survivants traités pour la dîme et le dépistage de l'hérésie, 767 fut placé dans une capsule de transport, mise en quarantaine pendant que les technoprêtres inspectèrent les dégâts. Les systèmes furent remplacés, les munitions et le prométhium reconstitués. L'armure fut nettoyée, pas entièrement. Des taches de sang séché et de brûlures témoignaient de la justice de l'empereur. Ils modifièrent ma chimie, activant les suppresseurs neuronaux en réponse à la télémétrie. Fuite de conscience, fragmentation de l'identité, dérive de la loyauté. Puis retour dans la soute avec les autres. Suspension, obscurité, où Mathias et l'esprit machine coexistaient dans une trêve fragile. Deuxième déploiement 6 semaines plus tard, puis un troisième, un quatrième. Les missions se confondaient, les champs de bataille se superposaient comme des sédiments. Désert, glace, dog vide, hérétique, xénos, traître. Peu importe l'étiquette que l'ardoise donnait à la chose qui se tenait devant nous. 767 fut percée, incendiée, nettoyée. Elle devint l'instrument le plus terrifiant de l'empereur, non pas pour ses griffes ou ses lance-flammes, mais parce qu'on ne pouvait la raisonner, qu'elle ne pouvait se rendre, qu'elle était incapable de ressentir la pitié ou le doute, ces fragiles luxes qui rendent les soldats humains. À l'intérieur, Mathias Kiné mourut peu à peu. Pas son corps, disparu depuis longtemps sous les lames de la ruche, pas même son esprit, qui continuait de calculer et d'obéir. Soit érodé, réduit en limon sous le poids de l'horreur et de la répétition impuissante. La voix de Sarah s'est éteinte la première, puis son nom, puis le souvenir qu'il avait été son mari. Les filles ont disparu en dernier, ne laissant derrière elles que des espaces vides et immaculés, là où avait jadis vécu quelque chose de précieux. Il avait oublié son travail à l'usine, l'agencement de ses unités d'habitation, le goût du café recaféiné, le son des cloches de prière de la ruche, et chaque petit détail qui avait tissé la trame de sa vie passée. Il ne restait que la conscience de la perte, un vide au centre de sa conscience, impossible à combler ou à oublier. Il ne restait que la certitude qu'il avait été humain et qu'il ne l'était plus. Il ne restait que les cris, ces cris intérieurs incessants que personne ne pouvait entendre, inutiles, qui ne changeaient rien mais qui devaient continuer, car c'était le seul acte de rébellion qui lui restait. Les technoprêtres l'appelaient activité neuronale anormale et tentaient de la supprimer. L'esprit de la machine l'appelait bruit système et essayait de le filtrer, mais il persistait. Ce cri sans son, cette rage sans exutoire, cette ultime affirmation désespérée de Mathias Kiné contre le destin qu'il avait consumé. Les missions continuaient. Les années passaient, rythmées par les munitions consommées, les cycles de maintenance et la dégradation progressive des composants organiques, que même les meilleures techniques de conservation ne pouvaient empêcher indéfiniment. 777 était devenu une unité vétérane. Son châssis, marqué par les combats, témoignait d'une survie contre toute attente. D'autres cuirassés, victimes des tirs ennemis ou de défaillance de leur système,
ne furent pas remplacés. Leur structure biologique, trop endommagée pour être sauvée, mais 777 survécut. Les technoprêtres ne pouvaient l'expliquer, se contentant de noter dans leur rapport que l'unité faisait preuve d'une résilience inhabituelle, que l'intégration biomécanique restait stable, malgré des indicateurs qui auraient dû prédire une défaillance catastrophique. Mathias comprenait pourquoi l'esprit de la machine voulait survivre, pourquoi il voulait continuer à accomplir sa mission sacrée, éliminer les ennemis de l'empereur. Et Mathias voulait survivre lui aussi, mais pour des raisons différentes. Il voulait survivre car la fin signifierait la mort de son cri, le silence de sa dernière protestation contre sa transformation. Il voulait survivre car, au fond des fragments de souvenirs qui subsistaient, il croyait que s'il parvenait à tenir assez longtemps, à préserver ce fragment d'humanité assez longtemps, quelque chose changerait. L'Imperium tomberait ou serait racheté. L'empereur se lèverait de son trône d'or et absoudrait les crimes commis en son nom. Les prêtres de la technologie découvriraient la miséricorde et annuleraient les augmentations, le rendant chair et liberté. Il savait que ce n'étaient que des fantasmes. Il savait que l'Imperium était éternel et immuable. Il savait qu'il ne redeviendrait jamais humain. Mais ces fantasmes étaient tout ce qui lui restait. Et il s'y accrochait désespérément comme un noyé se cramponnant à des débris. Le déploiement sur la planète forteresse aurait dû être une simple formalité. L'ennemi était une légion de traîtres bien retranchés, d'anciens membres de la garde impériale, qui avaient renié la lumière de l'empereur et fortifié une position stratégique, contrôlant l'accès à tout un sous-secteur. Le plan d'assaut prévoyait un bombardement orbital standard pour affaiblir les défenses, suivi de l'insertion de capsules de largage d'unités blindées pour percer les murs de la forteresse, puis d'un assaut d'infanterie massif pour sécuriser l'intérieur. 777 fut affecté à l'équipe de Brèche Alpha, composée de 6 unités blindées chargées de pénétrer le mur nord de la forteresse, où les renseignements indiquaient une intégrité structurelle affaiblie. La descente fut plus brutale que d'habitude. Les lasers de défense de la forteresse ciblaient les capsules avant même qu'elles ne puissent atterrir. 775 fut touché de plein fouet et explosa en plein vol. Son châssis et son noyau biologique se vaporisèrent instantanément. La capsule de 778 fut endommagée et dévia de sa trajectoire, s'écrasant hors de la zone cible. Les 4 unités restantes atterrirent groupées, leurs capsules s'encastrant dans le tablier en béton armé devant le mur de la forteresse. 767 émergea et se retrouva en plein champ de tir. Des positions de bolters lourds et des canons automatiques créaient des champs de tir superposés qui transformaient l'air en éclats. La machine de guerre n'hésita pas. Elle ne pouvait pas hésiter. Elle chargea droit dans le feu, comptant sur son blindage et son élan pour atteindre le mur avant de subir des dégâts catastrophiques. Des brûlures lacéraient sa plaque pectorale. Des tirs de boltés creusèrent des cratères dans ses poumons. Un obus de canon automatique lui transperça la jambe gauche, détruisant le système hydraulique et forçant le châssis à compenser avec des systèmes de secours qui réduisirent sa mobilité de 37%. Mais elle atteignit le mur et commença à escalader les griffes énergétiques, trouvant prise dans la pierre antique, hissant des tonnes de métal, de machines et de chair mourante vers les remparts. À l'intérieur, Mathéus ressentait tout. La douleur de sa jambe blessée se propageait à travers les amas nerveux, endommagés dans ses tissus organiques restants. La chaleur du dernier tir avait pénétré l'armure et atteint le noyau biologique. La peur était réelle et accablante à mesure que les tirs ennemis s'intensifiaient et que les indicateurs de dégâts emplissaient son champ de vision, annonçant une défaillance imminente des systèmes. La machine de guerre n'avait pas peur, mais Mathias lui si. Et pour une fois, sa terreur servait la mission. Sa réaction biologique au stress déclenchait une production d'adrénaline qui augmentait les performances du châssis au-delà des paramètres normaux. Il atteignit les remparts et la griffe s'abattit, écrasant les défenseurs et l'arme qu'il manœuvrait, réduisant les deux à des pièces brisées qui ne menaceraient plus jamais un autre cuirassé. Il balaya le haut du mur avec le lance-flamme, 30 mètres nettoyés d'un seul souffle de feu. Il marqua une pause, ses optiques scrutant la cible. À travers les arcades intérieures, il aperçut la cour au-delà. Des centaines de conscrits enchaînés, le visage figé par le choc ou déformé par la terreur. Des technoprêtres circulant parmi eux, tablettes et injecteurs à la main. Ouvriers, soldats, civils, chaque strate de la ruche s'activait. La faim insatiable de l'Imperium rendue visible. Il se revit là, Mathias Keen, le jour de l'arrivée des arbitres, et sut que chaque âme deviendrait ce qu'il était devenu. Ou mourrait en essayant. La machine de guerre signala la zone comme non hostile et se tourna vers de nouvelles cibles. Les paramètres de la mission prévalurent, mais Mathias ne passa pas à autre chose. Il lança le peu de volonté qui lui restait contre le châssis, s'accrochant désespérément au code.
Pour la première fois depuis l'intégration, quelque chose céda. Un infime mouvement. Une faille dans la logique. Le cuirassé se bloqua, les directives s'opposant. Pendant 30 secondes, une éternité, Mathias maîtrisa la machine la plus redoutable de l'empereur. Il la fit tourner. Il leva la griffe énergétique, non pas vers les lignes ennemies, mais vers l'intérieur. Il alluma le lance-flamme et le tint prêt à tirer. Il ouvrit le Vox et tenta de parler, de les avertir, d'offrir un dernier éclat de défi. Seuls des parasites répondirent, le grincement de chicanes endommagées. Le Vox n'avait jamais été conçu pour les mots. Puis les stimulants de combat firent leur effet. Des injecteurs automatisés l'inondèrent à la première anomalie, consumant toute pensée et toute capacité de réaction. Le code de mission fut réactivé. Le châssis se déverrouilla et reprit sa marche vers l'objectif principal. Mathias sentit plaqué au sol, l'esprit de la machine s'élevant pour combler le vide. La rébellion fut écrasée sous le conditionnement, les augmentations et l'inéluctable élan de la mission. La bataille s'acheva comme toutes les autres. Forteresse prise, défenseurs morts ou encerclés. 777 se tenait au milieu des ruines, près des 3 cuirassés survivants de l'équipe Alpha, blindage calciné et criblé de balles, éclaboussé d'un mélange d'huile et de sang. Les rites funéraires suivirent. Les technoprêtres déclarèrent de multiples pannes de système, mais l'état de combat intact. Ils réparèrent ce qu'ils purent, firent le plein de carburant et de munitions, et laissèrent les brûlures et le sang sécher comme témoignage. Ils ajustèrent Smashimi, modulant les suppresseurs en fonction des données télémétriques, fuite de conscience, fragmentation de l'identité, dérive de la loyauté, et nous confièrent à la garnison. Pendant 3 mois, je suis resté là, à garder cette même cour où une voix avait failli se faire entendre. J'observais les chaînes de production. Je voyais de nouveaux cuirassés assemblés à partir de ceux voués à la destruction. Je voyais le cycle se répéter, comme pour moi, comme il se répéterait pour eux, sans fin tant que l'Imperium posséderait des forges et de la chair. J'ai alors compris avec une clarté parfaite. J'étais la machine de guerre la plus terrifiante de l'empereur. Non pas pour ce que j'avais fait à ses ennemis, mais pour ce qu'on m'avait fait, et ce qu'on ferait à d'innombrables autres, à jamais. Parfois, entre minuit et la fausse aube, quand même la forteresse dormait, et que seuls les serviteurs assuraient la longue garde, j'essayais de crier à nouveau. Les haut-parleurs Vox ne diffuseraient que des grésillements. Les systèmes de surveillance interne enregistreraient l'activité neuronale anormale et ajusteraient ses suppresseurs chimiques. L'esprit de la machine filtrerait le bruit et poursuivrait sa patience, attendant le prochain déploiement, la prochaine bataille, la prochaine occasion d'accomplir sa mission sacrée. Et Mathias Keen, ce qu'il en restait, se réfugierait dans les ténèbres derrière ses yeux et murmurerait son nom. Une prière sans espoir, sans attente de réponse, un ultime acte de résistance, insignifiant et vain, mais qu'il devait poursuivre, car c'était tout ce qui lui restait. Mathias, ouvrier de la manufacture, époux, père, être humain, enterré vivant dans un cercueil d'acier consacré, conscient et lucide, hurlant en silence à travers des guerres sans fin, au service de l'Imperium, prisonnier de l'éternité. Le fantôme dans la machine, que personne n'entendrait, ne sauverait ni ne se souviendrait. Voilà ce que je suis désormais, et ce que je serai jusqu'à ce que le châssis cède, que l'ennemi me trouve, ou que la mort thermique de l'univers apporte enfin le silence. La machine de guerre la plus terrifiante de l'empereur. Oui, mais terrifiante non pas pour ses armes, son blindage ou le nombre de victimes à chaque déploiement. Terrifiante parce que j'étais humain, et vous l'êtes aussi. Et l'Imperium a des besoins infinis, une portée infinie et une cruauté infinie dans la poursuite de sa guerre éternelle. Terrifiante parce que ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui, arrivera à des millions, est déjà arrivé à ceux qui m'ont précédé et arrivera à ceux qui me suivront. Terrifiante parce que la machine que vous craignez pourrait porter le visage de quelqu'un que vous avez aimé, pourrait contenir la conscience mourante de quelqu'un qui vous a aimé, pourrait être construite à partir des vestiges hurlants de tous ceux que vous avez connus ou que vous avez été. Et quand vous la verrez arriver, quand vous verrez les unités blindées avancer sur le champ de bataille, quand vous verrez les griffes énergétiques levées, les lance-flammes allumées et le châssis se mouvoir avec une détermination humaine vers l'ennemi, souvenez-vous qu'à l'intérieur de chacune d'elles se trouve quelqu'un qui se souvient de son nom, quelqu'un qui se souvient d'avoir été humain, quelqu'un qui hurle en silence dans une prison dont il ne s'échappera jamais. Souvenez-vous de moi, souvenez-vous des semblables de Mathias. N'oubliez pas que la machine de guerre la plus terrifiante de l'empereur n'est pas l'arme elle-même, mais le processus qui la crée. Le système qui se nourrit d'âmes humaines,
et produit des instruments de pure violence. La faim insatiable de l'Imperium pour alimenter sa guerre éternelle. Souvenez-vous-en car un jour ils pourraient venir vous chercher. Et quand ils le feront, quand les arbitres défonceront votre porte et que les technoprêtres parleront de fusion sacrée et de dessein sacré, vous comprendrez que c'est une miséricorde de savoir ce qui vous attend, de l'avoir vu venir, de passer vos derniers instants en tant que vous-même, en vous souvenant que vous étiez humain avant